Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Bon, vous avez vu, on en parlait juste avant avec Jean-Marc Vittori des Échos, ce gel des avoirs de la Banque centrale russe à l'étranger. Je crois de mémoire que c'est quasiment la moitié, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, la moitié des réserves de change qui sont aujourd'hui gelées à l'étranger, 650 milliards de dollars, donc ça ferait quasiment la moitié. C'est du jamais vu. 65% se trouvent aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, deux tiers de ce matelas mis de côté par Vladimir Poutine et la Russie, aujourd'hui est gelé. Il y a cette coupure partielle encore une fois, d'une partie du système bancaire SWIFT pour les banques russes. Est-ce que c'est lourd? On peut parler de lourdes sanctions pour le coup de la part des Occidentaux. Est-ce que c'est de nature vraiment à faire plonger la Russie dans une paralysie financière ou est-ce qu'il reste des moyens pour Poutine pour encaisser et amortir tout ça? Alors oui, ça va nettement compliquer les échanges import-export de la Russie parce qu'il faut bien comprendre le système SWIFT, c'est important pour vos auditeurs. En fait, c'est un système de communication qui permet la finalisation de transactions, essentiellement export-import, de manière rapide et sûre. Alors, être exclu de ce système ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire ou finaliser ces opérations. Mais ça complexifie, ça rallonge. C'est très cher, ça allonge les délais et donc c'est assez compliqué. C'est plus pénalisant d'avoir viré de SWIFT une grosse partie des banques russes ou le gel des avoirs de la banque centrale, des deux tiers de la banque centrale russe qui sont gelés à l'étranger? Alors les deux vont de pair et vont absolument asphyxier petit à petit l'économie russe. Est-ce que Poutine a les moyens de réagir encore une fois? Il a les moyens d'encaisser ces sanctions ou pas? Alors, il y a 14% de ses réserves qui sont en Chine. Il peut trouver probablement faire des opérations de liquidité avec d'autres banques centrales, Moyen-Orient et Chine. Ça on ne peut pas le dire aujourd'hui, c'est trop tôt. Donc la Chine, alliée de la Russie pour l'instant en tout cas, elle pourrait apporter son soutien monétaire dans cette crise au travers d'une espèce de pont monétaire aérien. Il y a 3000 et quelques milliards de réserves de change en Chine quand même. Oui. Et en fait, il faut savoir que la Russie a déjà, depuis les sanctions de 2014, développé un système concurrent à SWIFT. Et la crainte qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est que les exportations, notamment d'énergie vis-à-vis de l'Europe, par cette exclusion de SWIFT, soit à terme réorientée vers d'autres économies. Oui, mais pour l'instant, la Russie peut continuer à vendre son gaz et son pétrole. Oui, parce d'ailleurs, on remarquera que les sanctions occidentales et européennes ne frappent pas, encore une fois, les exportations, importations du point de vue de l'Europe, de gaz et de pétrole. L'Europe est toujours très dépendante, encore une fois, on rappelle les chiffres du gaz et du pétrole. Ouais, je crois que c'est 40% des imports de gaz. En gaz, la Russie est le premier fournisseur de l'Europe avec 40% des importations. Et 20% en pétrole. Et 40% des importations totales en gaz, ce qui représente 16% de la consommation finale. Ouais. Et en pétrole, c'est le deuxième fournisseur avec 20% des importations et 16% de la consommation finale. Donc c'est pas rien. On ne les a pas encore vraiment frappés au portefeuille parce qu'en même temps, ce serait aussi nous-mêmes pénalisés. Voilà, c'est tout à fait. Ça, c'est la menace ultime qu'on a. Si vous voulez, je me permets de faire une parenthèse pour vos auditeurs parce que c'est assez important. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est l'impact macroéconomique en termes d'activité et d'inflation, pouvoir d'achat des ménages. Sur la partie balance des paiements, donc les échanges import-export, l'Ukraine et la Russie ensemble ne représentent que 1% des échanges mondiaux. Donc c'est assez limité. L'exposition de nos banques européennes sur le système bancaire russe est également assez limitée. C'est 66 milliards d'euros. Ça représente à peine 0,25% de l'exposition totale de nos banques. En revanche, l'impact sur la provision d'énergie est assez important. Si on devait du jour au lendemain avoir un arrêt total de la provision d'énergie, gaz et pétrole de la Russie à l'Europe, on pourrait avoir un choc de 1% sur notre PIB en France et en Allemagne, et jusqu'à 3% en Italie. Donc aujourd'hui... Ça veut dire quoi un choc? Alors ça serait un recul de la croissance économique en Italie de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que la croissance économique en Italie soit de 3,9%. On aurait un arrêt subi la provision d'énergie flambée donc du gaz et du pétrole. On y est où serait le pétrole? Il est à $100 le baril. La croissance en Italie ne serait plus que de 0,9%. Il est à $100 le baril aujourd'hui de Brent, il pourrait monter jusqu'à 115. $100. Il pourrait monter jusqu'à 115. Si jamais
La Russie qui exporte, je crois, 5 millions de barils le jour, 5 ou 7, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Oui, entre 4 et 5, oui. Le pétrole, si elle n'exporte plus son pétrole, le pétrole monte à 115. Non. Dans la situation actuelle, avec les complications d'échange, on s'attend à ce qu'il monte jusqu'à 115. Après, on est dans un scénario beaucoup plus compliqué, et d'où notre estimation de recul de la croissance économique entre 1 et 3% pour l'Europe, ce qui n'est pas rien. Bon. En tout cas, le krach sur le rouble prouve que les sanctions sont efficaces. Ah oui. Pour une banque centrale, elle a besoin d'avoir une possibilité d'échanger ses réserves internationales pour solidifier sa monnaie nationale. Et c'est ça, la chute du rouble hier montre simplement que les marchés sont inquiets, qu'effectivement, elle ne pourra pas défendre sa monnaie en allant puiser dans ses réserves étrangères. Et une tempête financière qui dépasserait le territoire russe, vous y croyez, ça, vous On en parlait juste avec Jean-Marc Vittori des Échos qui disait, mais ça pourrait très bien aller dépasser largement les frontières russes et provoquer des craquements un peu partout, avec des marchés qui sont très bien valorisés. Alors, moi je ne suis pas expert en géopolitique, comme vous le savez. Ce que les marchés regardent, et ça c'est assez important, parce que les marchés sont inquiets, ont raison d'être inquiets, c'est savoir dans quelle mesure les sanctions contre la Russie, et qui pourraient d'ailleurs être encore accentuées, comme l'a souligné Bruno Le Maire ce matin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Alors, on parle de confiscation, je pense que c'est assez compliqué par rapport à la législation, mais on passerait d'une confiscation des biens à une saisie. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, on a un choc négatif potentiel qui va arriver entre 1 et 3% recul du PIB, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a quand même une réaction dans les pays occidentaux et particulièrement en euros, c'est qu'on va dépenser plus, notamment on va accélérer les investissements en énergie renouvelable et les dépenses militaires, on l'a vu, sont en train d'arriver. Donc on va avoir plus de dépenses budgétaires et probablement plus d'attentisme des banques centrales, en particulier de la Banque centrale européenne. Et donc ça, pour accommoder en fait de bonnes nouvelles. Voilà, c'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire malheureusement on vit une situation tragique. L'Europe, malgré elle, voit la guerre arriver à ses frontières. Et donc, je pense que les acteurs économiques, budgétaires et monétaires seront là pour éviter une crise profonde. Oui. On voit que cette invasion russe, encore une fois, pèse lourdement sur les bourses mondiales. Encore 2% de recul aujourd'hui. Sur le CAC 40, on est à 6500 points. Elle n'est pas excessive, tant l'incertitude est grande et que les marchés ont du mal à pricer ce risque géopolitique. Alors, il y a certainement une difficulté puisque ça fait plus de 70 ans qu'on n'a pas connu de situation aussi dramatique. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous regardez, on a eu des corrections. Et en fait, les valorisations ne sont pas si excessives que ça, puisque si vous regardez les indices boursiers en Europe, ils sont en train aujourd'hui de valoriser ou de pricer des indicateurs d'activité qu'on appelle le PMI, c'est les indicateurs des directeurs d'achat, qui sont une donnée avancée de l'activité économique. Les marchés aujourd'hui, dans la valorisation des actions qu'on a aujourd'hui, ça correspond à cet indicateur en dessous du niveau de 50, ce qui veut dire ralentissement économique, voire récession. Et on n'en est pas encore là. Donc, on a du potentiel. Les marchés aujourd'hui, hausse. à tort, sont en train de presser une récession. Voilà. Je pense qu'il y a une surréaction de ce point de vue-là. Et ce qui fait que nous, on s'attend encore à probablement une hausse aux valorisations d'aujourd'hui de 10% de l'indice boursier européen. Est-ce que les investisseurs sont en train de se préparer aussi à une dégradation rapide de la situation financière de la Russie ? On voyait que Standard & Poor's a classé la dette de la Russie en catégorie spéculative. Et des marchés, quand on regarde le marché des CDS, estiment qu'il y a une chance sur deux que la Russie fasse défaut. Il y a un risque de faillite économique pour le coup de la Russie. Est-ce que ce risque-là a pris de l'ampleur ? Alors, nous, on ne l'a pas encore estimé, mais l'expérience montre qu'aujourd'hui, la Russie a un problème de liquidité. On voit très bien les gens qui se ruent chez leur banque pour retirer de l'argent. Ils se ruent sur les banques. Un problème de liquidité, s'il dure, devient un problème de solvabilité. Donc oui, il y a un risque à terme que ça se réalise. Maintenant, du point de vue de l'exposition et du risque
de la faillite du système bancaire et financier russe pour les investisseurs européens, comme je le rappelais tout à l'heure. Si on regarde les investissements directs étrangers de l'Europe à la Russie, c'est-à-dire les investissements dans l'appareil productif de la Russie, et les investissements financiers, c'est-à-dire l'investissement en actions et obligations russes, ça a nettement baissé depuis 2014, depuis le début des sanctions à la suite de l'annexion de la Russie. Donc là, le risque est très limité. Ouais. Je reviens sur cette idée. Qu'est-ce qui est donc exactement pricé aujourd'hui par les marchés? Une récession en Europe? Un ralentissement économique fort, oui. Et aux États-Unis aussi? Oui. Et donc, ce qui est paradoxal parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'attend à ce que les banques centrales soient probablement un peu plus attentives, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient annoncé comme de la normalisation, pas aux États-Unis, on peut en parler pour les États-Unis, mais pour l'Europe certainement, ils vont décaler dans le temps le début de cette normalisation et de ce resserrement monétaire. Et le deuxième élément, c'est qu'on va dépenser plus en dépenses budgétaires. Et ce qui va accompagner, permettre aussi ce qu'on va perdre sur les échanges commerciaux avec la Russie, on peut le regagner. On va le regagner en croissance interne. Bon. Ça complique la tâche des banques centrales, évidemment. Vous en parliez Alain Duré, la BCE qui pourrait reculer un petit peu les choses. Pour la Fed aussi, on se dit que le mois de mars, c'est quoi? Je crois que c'est d'ici 15 jours que la Fed va se réunir. Une hausse de 50 points de base était dans les cours et dans les tuyaux. On se dit qu'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas 50. Il y aura un mouvement, mais peut-être pas 50 points de base, ou alors à prendre le risque de mettre de l'huile sur le feu sur des marchés qui sont aujourd'hui en correction. Oui. Très clairement, nous, avant cet événement tragique en Ukraine, on mettait une probabilité de 50% d'avoir une hausse de 50 points de base au mois de mars de la part de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Néanmoins, on reste quand même assez agressif sur nos perspectives de normalisation de la politique monétaire en Europe. On s'attend à 7 hausses de taux. Traditionnellement, malgré le conflit, malgré la guerre, la Fed va quasiment pas varier et rester sur cette hausse de taux. Alors justement, est-ce que les marchés peuvent l'encaisser, ça? Alors, encore une fois, au vu de la volatilité et des marchés orientés à la baisse. Alors, ce qui est important de rappeler à vos auditeurs, c'est que traditionnellement, effectivement, quand on a une crise identique ou un niveau d'incertitude aussi élevé sur les marchés, traditionnellement, la Federal Reserve décale sa décision de politique monétaire, voire baisse les taux. La différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un problème sérieux d'inflation aux États-Unis. 6 millions de personnes se sont retirées du marché du travail. C'est pas rien. Donc aujourd'hui, on voit que l'inflation et le manque de main-d'œuvre est en train de générer de l'inflation salariale. Et ça, c'est un risque assez important du point de vue de la Banque centrale d'avoir un dérapage inflationniste. Même si conjoncturellement, encore une fois, cette guerre entraîne un pétrole plus élevé, un prix du gaz plus élevé, et donc ça rajoute de l'inflation, mais ce n'est pas de l'inflation qui est liée à la vigueur de l'économie américaine. Non, mais l'impact économique, comme je le disais tout à l'heure, est assez limité, encore plus aux États-Unis qu'en Europe. Et en même temps, cette inflation de hausse de prix énergétiques est transitoire. Donc c'est pour ça que, comme aux États-Unis, il y a un problème structurel d'inflation, j'ai envie de dire, il y a nécessité pour la Banque centrale de garder le cap. Voilà. Et c'est en partie d'ailleurs, pour répondre à votre question précédente, c'est en partie d'ailleurs déjà dans les prix financiers. On se dit, on finit là-dessus Alain Duré, que les scénarios qui prévalaient en début d'année, aujourd'hui, sont complètement à revoir avec ce qu'on vit. Ou pas? Pas forcément. Pas forcément, tout dépend du scénario que l'on envisage sur l'approvisionnement des produits énergétiques et de matières premières, parce qu'on parle beaucoup de gaz et de pétrole venant de Russie, mais il y a le blé et d'autres matières précieuses, l'aluminium, le lithium et ce genre de choses. Donc voilà, nous on a un scénario, je vais dire, médian, où on se dit, en termes de croissance, le problème principal qu'on va avoir en Europe, c'est de l'inflation, mais de l'inflation transitoire. Le choc négatif en termes d'activité et de croissance économique est de 0,2 points de pourcentage. Donc on prévoyait en début d'année 4,2 de croissance pour la zone euro. On est à 4 aujourd'hui. Avec un scénario extrême, mais qui n'est pas notre scénario de base. Effectivement, c'est un arrêt soudain de l'approvision des matières premières de la Russie. Donc moi, je dirais non, on va avoir plus d'inflation que ce qui était prévu en début d'année.
L'impact négatif sur la croissance sera limité en 2022. Et je pense que voilà, on va rester dans un environnement, avec cet attentisme que l'on attend de la Banque centrale européenne, un environnement où finalement les taux d'intérêt réels resteront négatifs, ce qui va favoriser à terme l'investissement en actions. Donc quelque part, ça serait un bon point d'entrée pour certains, encore que faut-il rentrer quand un marché est aussi baissier. Très clairement, oui, très clairement, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. On est quand même dans une perspective. Donc il y a un point intéressant d'entrée sur les marchés actions pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, probablement, tout dépend un peu de l'évolution des développements en Ukraine. On a énormément de volatilité, donc on pourrait encore avoir des corrections dans les prochaines semaines, des corrections boursières. Mais dès que le marché aura une vision plus ou moins claire de l'évolution de cette crise, les investisseurs reviendront essentiellement en action parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Bon, ok. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs en France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.